Audrey, chère Audrey. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, ça va être différent. On va faire les choses différemment. Oh. Parce qu'on est des petits foufous. Mais génial, j'adore. C'est clair, on est des petits foufous. Rien que pour moi. Exact. J'ai pas envie de faire une intro. Ok. J'ai pas envie de... Ok. Aujourd'hui, on va y aller en mode YOLO. Ok. C'est parti. C'est parti. On va se tutoyer pour cet épisode parce que on se sent plus à l'aise tous les trois comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et surtout, t'es la première femme. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Enfin, la première Merci femme. de m'avoir invitée, c'est cool. Avec plaisir. Pourquoi on t'a invité ? On est à la FinTech Fair. Uh-huh. On parle de beaucoup de choses. On parle de business, on parle de finance, on parle de FinTech. Ouais. On l'aborde de temps en temps, mais on n'en parle peut-être pas assez. Le côté humain. On t'a proposé de venir et on te remercie une fois de plus d'être là avec nous parce que toi, tu gères les deux. Tu gères le côté humain, tu gères le côté business et surtout le côté humain. Autant dans les fintech, autant dans les banques, autant dans les entreprises. Je pense que ça ne doit pas être évident. Moi, tu nous en diras un peu plus, mais ça ne doit pas être évident. Et on pense que c'est important de ramener des gens aussi divers que variés de l'écosystème. Parce que si on parle que des fintechs, c'est bien, mais on aura fait le tour au bout d'un moment. Et pour comprendre aussi l'environnement dans lequel ces fintechs baignent, c'est important de ramener des gens. Et pour comprendre aussi le business dans son intégralité et ce monde de fou dans lequel on est, c'est important d'avoir des gens comme toi. Donc, merci encore d'être avec nous. Et, me réjouis. Et je te laisse te présenter comme tu veux. Alors, donc je m'appelle Audrey, mais ça tu l'as déjà dit. Donc moi, je suis sœur, je suis amie, confidente, je suis épouse, maman et bien d'autres choses encore, comme beaucoup d'entre nous. Et en plus de ça, j'ai décidé de prendre le chemin de l'indépendance. Donc je me suis mise à mon compte il y a 3 ans. Et plus particulièrement, je suis experte en transformation digitale dans le domaine du change management, donc vraiment finalement le côté humain de toute la transformation, et coach de performance en entreprise. Donc voilà, en quelques mots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... je vais faire un petit rétropédalage peut-être pour donner un peu l'historique, mais donc moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans les banques, ou du moins dans la finance. J'ai été élevée en France, puis après je suis partie à Londres en vacances et j'y ai passé 13 ans. Des longues vacances. Des longues vacances, voilà. Puisque j'ai eu mon premier emploi là-bas et que de fil en aiguille, au bout de chaque année, je me suis retrouvée un peu comme Obélix dans la soupe dans la finance. Et puis j'y ai grandi et j'ai pris énormément de plaisir pendant plus de 20 ans. Donc j'ai eu plusieurs postes différents. J'ai travaillé dans du brokerage, donc je vendais des actions suisses donc à des clients institutionnels en Angleterre, donc à Londres. J'ai fait de la corporate communication, de la communication interne, du recrutement, du sales management, du business management. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. En 20 ans, j'ai fait le tour de tout le côté opérationnel, on va dire, et vente. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de toutes ces années que on peut avoir les meilleures strates, les meilleurs outils du monde, mais finalement, si derrière, il n'y a pas le côté humain, si on ne se connaît pas, si on ne se comprend pas, il n'y a rien qui marche. Et donc ça a été vraiment une évolution au fur et à mesure des années, et plus particulièrement quand je suis arrivée en Suisse en 2010, parce que j'ai eu la chance, et vraiment, on tape beaucoup sur les managers, le leadership, les mauvais managers, ok, c'est très à la mode. Moi, j'aimerais parler des super bons, parce que j'ai eu des gens extraordinaires qui m'ont soutenue, qui ont cru en moi, qui m'ont promue, pas forcément verticalement, d'accord, parce qu'on peut aussi grandir et en prenant de nouvelles responsabilités, en changeant de rôle, en ayant de nouveaux objectifs. Et ces gens-là m'ont permis finalement de construire ce côté humain dans ma carrière, où j'ai été pendant on va dire surtout les 7 dernières années de ma carrière ici en Suisse, donc entre 2013 et 2020, responsable d'abord de recrutement, puis ensuite de gestion de changement pour une grande banque privée.
Et voilà, et donc ça a mené un peu à ce cocktail de compréhension du business en lui-même et puis mon grand intérêt pour les hommes et les femmes qui sont derrière. Incroyable. Alors, on se connaît un petit peu. Je connaissais absolument pas tout ça. Donc, je découvre en même temps que tout le monde. Je suis ravie. Alors, mais du coup, on se pose la question, comment est-ce qu'on passe d'un monde aussi... Comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Bancaire. D'un monde aussi bancaire, aussi business, aussi dur. Transactionnel, c'est le mot. Transactionnel, merci. Comment est-ce qu'on passe du monde transactionnel au monde des humains ? Alors, je pense qu'ils sont liés. C'est pas deux mondes différents, parce que l'un n'existe pas sans l'autre, et ça va dans les deux sens. Même si on a tendance à l'oublier. Mais on l'oublie, mais bien sûr, parce que c'est plus facile de se dire, oui, alors quand je suis en mode transaction, je pense pas à ce que je pense. Quand je suis en mode business, je pense pas à ce que je ressens. Quand je suis en mode business, je laisse ma maison où elle est. J'emmène pas mon travail personnel, ma vie personnelle au boulot. C'est tellement plus simple et finalement beaucoup plus compliqué parce qu'on a fait ça pendant des années puis on voit que ça marche pas du tout. Et pour ma part, le fait d'avoir fait de la gestion de projet en particulier, où on a toute cette masse en fait de gouvernance et de procédures, où on a des allocations de budget, donc ça c'est très important, et puis on passe toujours d'abord par ça, très bien. D'ailleurs, on parle de ressources, donc on parle pas d'humain, on parle pas de poste, on parle de ressources, donc on reste dans quelque chose d'extrêmement transactionnel. Et puis, impersonnel. Très impersonnel, mais c'est important, attention. Et puis, c'est rajouté au fil des années cette image, ce concept de change, dans lequel on dit, OK, il faut faire des formations, génial, sauf que moi, c'est la dernière de mes soucis, la formation. Et ça, de toute façon, elle va arriver. Le travail commence bien en amont. Et je me suis vraiment intéressée à ça depuis maintenant 10 ans. En 10 ans. À pourquoi, quand je suis assise à mon bureau, et ça a commencé par là, pourquoi quand je suis assise à mon bureau puis que je reçois le mail en me disant dès lundi on commence à faire ça m'énerve, ça me frustre, j'ai l'impression qu'on m'a pas écouté, qu'on m'a pas demandé mon avis, que je comprends pas pourquoi la décision a été prise, il change mon quotidien et je me sens en fait dépossédée de mon rôle à un point où je joue un rôle et je suis plus dans la compréhension de ce qu'on me demande mais uniquement dans l'exécution et moi ça m'a posé un vrai problème ça et de le voir pour moi qui adore le changement, j'ai déménagé 18 fois dans ma vie, j'ai divorcé, je me suis remariée, j'ai donné sa chance à un autre, je suis très heureuse, j'ai des enfants, je voyage, mais ce sentiment vraiment de pouvoir changer, mais en ayant la compréhension de pourquoi ça change et qu'est-ce que ça m'apporte, n'était pas clair, ni pour moi, ni pour les gens assis à côté de moi. Donc ça a commencé vraiment comme ça, c'est une réflexion très personnelle. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait un métier qui existait pour gérer ça, je me dis, mais génial, ça veut dire que ça existe. Et tout simplement, je me suis plongée dedans et j'ai eu la chance d'être recrutée pour ce rôle chez Edmond Rothschild. Donc, j'ai fait ce métier pendant 5 ans avec eux. Et puis, au fur et à mesure... Le métier de change manager. D'accord. Donc vraiment de responsable de OK, on a un projet de transformation digitale, comment est-ce que ça va impacter notre entreprise, comment ça va impacter nos équipes, comment ça va impacter la culture de notre entreprise, comment ça va impacter les relations entre les différents bureaux, parce c'est 3000 personnes sur 7 endroits différents, et vraiment tout cet aspect d'implémentation qui a été un apprentissage et une expérience extraordinaire pour moi. Et donc, c'était le début de l'alliance entre le transactionnel et l'humain. Alors, ça a commencé bien avant parce que j'avais déjà commencé à faire ça avant d'aller dans ce rôle-là, de façon un peu plus, on va dire, self-employed, au sein de... Donc, intrapreneur, je crois que c'était le mot, au sein des boîtes dans lesquelles j'étais parce que je me faisais porte-parole aussi des employés, je me faisais porte-parole des gens avec qui je travaillais, pour comprendre, je me faisais inviter dans les comités, j'ai jamais hésité à m'inviter ou à me faire inviter avec les meilleures des intentions dans les endroits où il y avait la connaissance pour ensuite la partager avec mes équipes. Et donc aujourd'hui, au fur et à mesure, t'es coach. La question qui me vient en tête, et c'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens quand je vois qu'il y a un changement de trajectoire, c'est comme, tu sais, les histoires d'amour ou les choses comme ça. Et d'ailleurs, de plus en plus de nos invités ont fait également ce changement, beaucoup dans les fintech. Les gens, vraiment, et là on refait le lien, c'est beaucoup aussi des gens qui étaient dans le monde bancaire,
le monde pur et dur de la finance et qui en ont eu un jour marre ou qui ont eu quelque chose et qui ont voulu faire les choses autrement. Rester dans leur domaine, mais faire les choses autrement et apporter un autre type d'impact. Et ça, j'en vois vraiment de plus en plus. Donc ma question, qu'est-ce qui s'est passé pour passer... Donc, parce que finalement, tu aurais pu rester dans ce poste pendant un moment. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es coach ? Alors, il y a eu 2 choses. La première, il y a déjà le fait que, au fur et à mesure de la gestion de projet, donc qui avait commencé bien avant ce rôle, mais dans l'évolution de mes connaissances et de la maîtrise du sujet, je me suis rendu compte aussi qu'au-delà des méthodes qu'on utilise, on parle beaucoup de ProSci, donc voilà, c'est une certification que j'ai faite, il y a aussi un aspect qui n'est pas forcément abordé dans la technologie, dans la méthodologie, de la gestion du changement, qui est le rapport à l'autre. Qu'est-ce qui est important pour l'autre ? Qu'est-ce qui fait qu'il ou elle va m'écouter ? Comment construire des ponts avec eux ? Si j'ai en plus un intérêt à ce qu'ils m'écoutent, comment est-ce qu'ils vont le comprendre sans se sentir utilisés ? Enfin, toute cette démarche intellectuelle, finalement, m'a poussée à me dire, pour faire ce métier bien, j'ai besoin de plus que juste une certification en change management. J'ai besoin d'aller au-delà et de comprendre comment on fonctionne en tant qu'être humain. C'est la première démarche. Et puis bien sûr, ça a commencé à me travailler. En 2018, donc, j'ai eu ma 2e fille. Donc la grande a 19, maintenant la petite va avoir 5 ans. Et au retour de mon congé maternité, vous entendrez beaucoup de femmes dire ça, je me suis dit, je peux faire plus. Il y a des choses que je dois changer dans cette vie. J'ai eu comme un appel, c'est un peu étrange, mais c'est vraiment de me dire... Au-delà du rôle dans le cadre d'un gestion de programme, je peux avoir un impact plus grand. Seulement voilà, on est rattrapé par la réalité, 2 enfants, c'est moi qui ai ramené, on va dire, le pain à la maison, principalement, on va dire, pas uniquement, mais principalement. Et donc il y a la pression, c'était un beau rôle, je gagnais très bien ma vie, dans une très belle institution, et je me dis, qu'est-ce que tu vas fabriquer à tout foutre en l'air, voilà. Et puis la pression de la famille, des amis, tu te rends pas compte quand même, tu vas pas faire ça. Et puis la vie m'a rattrapée, puisque finalement, donc 2020, donc je vous remets un petit peu dans le contexte. Donc en janvier 2020, donc moi j'ai un accident en fait en novembre 2019. Je me fais les ligaments croisés du genou. Et puis, donc je dois me faire opérer. Donc en janvier, je me fais opérer du genou. Et puis, donc là arrive un peu l'impensable. Ma mère vient pour me donner un coup de main. Et on a toutes les deux un accident de voiture très grave, dans lequel elle décède. Et je me retrouve à l'hôpital. Et ce moment-là, il est crucial. Pourquoi ? Parce que, j'ai failli perdre la vie, j'ai perdu ma mère. Mais il est surtout crucial parce que quand je me réveille, je ne me suis pas vraiment endormie, mais on ne va pas rentrer dans le détail de ça. C'est quand je reviens à moi, je me rends compte que la vie est hyper courte et que ce désir que j'ai d'avoir un impact autour de moi et de changer le monde, il est trop fort en fait. Et c'est pas parce que j'ai le faux confort d'un rôle que je dois aller au-delà de ce que je suis censée faire sur cette terre. Et on parle beaucoup de ça quand on vit des expériences aussi violentes. On parle beaucoup de la réalisation que la vie est courte, qu'il faut se faire confiance, qu'il ne faut pas se baser sur des choses qu'on a matériellement. Mais c'est difficile jusqu'à ce qu'on le vive, de s'en rendre compte. Et on a beau vous le dire, tant que vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas comprendre. Et ce moment m'a changé pour toujours. Je ne serai plus jamais la même. C'est fini. Parce qu'aujourd'hui, j'ai peur de rien. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui peut me toucher, c'est s'il se passe quoi que ce soit avec mes filles. Et le reste, enfin voilà. Et donc, ce jour-là, j'ai dit, OK, je me lance. On y va. C'est parti. Et puis quelques semaines plus tard, Covid. Le bon timing, quoi. Eh ben, c'était parfait. J'avais que ça à faire. Me remettre de tout ça, me soigner, prendre soin de moi, me laisser dorloter et puis me projeter vers l'avenir. Et voilà. Donc ces 2 éléments-là. Donc d'abord mon vrai intérêt intellectuel pour la chose et de la compréhension de comment on fonctionne. Et pour être productif, il faut aussi d'abord savoir s'écouter. Les uns les autres et soi-même, plus ça a fait que c'était plus possible, je pouvais plus faire autrement. Est-ce qu'il y avait une peur au moment de faire le grand saut ou pas ? Pas du tout. C'est toujours drôle parce que moi qui te connais depuis un petit moment, ça fait pas très longtemps, mais
ça commence. J'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Et de me dire que ça fait que depuis 2018-2019, pour moi, ça paraît presque impensable parce que c'est tellement naturel et ancré et c'est quelque chose qui se dégage. En fait, je me rappelle la première fois que je t'ai vue, le truc que je me suis dit, elle est tellement alignée. Genre de la tête aux pieds, il y a, je sais pas comment dire ça, il y a un espèce d'alignement et genre ça se dégage. Et c'est rare de voir ça chez les gens et je trouve incroyable. Et c'est pour ça qu'on est très content de t'avoir. Merci encore pour ce fort témoignage. C'est que vraiment, de voir quelqu'un qui a fait le pas et qui est aussi sûr de lui-même et qui a à aucun moment douté, ou peut-être avant, peut-être après, mais peut-être c'est des doutes minimes comparés à la vraie décision. C'est incroyable. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui... On est dans une époque où les gens se remettent de plus en plus en question, dans le domaine aussi bancaire et financier. Ouais, domaine financier en général, et pas que, finalement. Pas que, non, bien sûr. Mais alors, je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Déjà, merci, c'est hyper important pour moi. Une des choses que je ressens fortement, c'est que ce que je fais aujourd'hui, je l'ai toujours eu, en fait, en moi. Moi, je me revois à l'école, prendre la défense de mes camarades, déléguée de classe, porte-parole. On connaît tous des gens comme ça. Ouais, voilà, j'aimais bien. Voilà, donc finalement, aujourd'hui, ce que je fais à 300%, parce que j'aime bien faire les choses à fond, je pense que je l'ai toujours eu. C'est pas un changement complètement, vraiment. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la raison pour laquelle j'ai jamais douté, je ne doute toujours pas aujourd'hui. Donc, ça marche. Et 2, tous les jours, je me réveille avec une pêche parce que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait dans le monde de la finance avant, me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. La plupart de mes clients, 80% de mes clients sont dans le monde de la finance. Mais c'est parce que je l'ai vécu. Et donc, ça rend ce support, cet accompagnement crédible, on va dire. Et quand ils me parlent de leurs opérations, vraiment, de ce qu'ils font, de leur mission, de leurs produits, je les comprends. Et ça aide énormément. Bien sûr. Après, j'ai pas la science infuse du tout, j'apprends tous les jours. Moi, je rigole souvent, mais quand je fais des accompagnements d'équipe ou des choses comme ça, je dis, aujourd'hui, l'étudiante, c'est moi, vous allez m'apprendre un peu comment vous fonctionnez. Mais je le pense, parce que les gens, on a tous beaucoup à s'apprendre. Et le fait de pas douter, c'est... Le doute, c'est quoi ? C'est la peur, et moi, j'ai pas peur. C'est-à-dire, je peux me tromper, je peux essayer quelque chose qui marche pas. Ok, fine, on passe à autre chose. Ou alors, pas du tout, on pivote, on se dit, attends, est-ce que ça aurait pu marcher comme ça ? Et c'est cette peur, finalement, au quotidien, que moi, j'allais dire, je combats, c'est fort, mais c'est presque ça, avec les gens avec que j'accompagne. Soit dans des projets digitaux, soit dans des projets de management, ou de gouvernance, de stratégie, parce on est dirigé par la peur. Et c'est ça c'est ça que je travaille, en fait, de se dire, quand on fait les choses, et faites le test un jour. Faites le test. Sur une semaine, vous écrivez tout ce que vous faites par conviction et tout ce que vous faites par peur. Vous allez voir le bilan. Pouf, c'est effrayant. Et combien de jours par semaine ou par mois ou par année on se réveille avec la pêche ? Ah mais voilà, mais justement, mais c'est justement toute la beauté du truc de se dire, je peux travailler, et ça c'est un sujet qui est très intéressant, sur lequel je me penche beaucoup en ce moment, pour plein de raisons, mais c'est, qu'est-ce qui me donne la pêche ? Qu'est-ce qui m'énergise ? Et donc souvent on dit oui, et donc je vais parler, parce qu'en FinTech, j'ai des clients FinTech avec qui je travaille, et ils ont une mission chouette, ils sont dynamiques, voilà, vous les connaissez très très bien. Et puis souvent, ils se disent, ouais, on sauve pas des vies non plus. Okay. Non, mais c'est vrai. Alors après, la FinTech ne sauve pas des vies, mais il y a beaucoup de technologies qui en sauvent, Dieu merci. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, moi, j'ai eu récemment en face de moi un monsieur qui travaille pour une mission que n'importe qui pourrait juger d'extrêmement sensée et qui est hyper meaningful. Parce que lui, il est responsable maintenant. Il a commencé comme assistant social, en fait, pour des enfants handicapés. Et puis, il travaille maintenant donc, en tant que responsable donc, de grands centres pour s'occuper de ces enfants. Et il a perdu le sens de ce qu'il fait. Il n'a plus envie, il est fatigué, il ne voit plus pourquoi il le fait. Donc, c'est pas parce qu'on travaille dans la finance qu'on n'a pas forcément de sens dans ce qu'on fait et qu'on travaille pour des super belles missions à sauver des vies ou là, dans son cas, qui est quand même un cas extrême, qu'on trouve du sens.
Donc finalement, ce qui nous donne la pêche et ce qui nous donne pas la pêche n'est pas forcément lié à l'activité en elle-même, mais ce qu'elle représente pour nous. Et c'est ça qui est génial. Parce que quand on découvre ça, on n'est pas obligé d'aller vendre des chichis sur la plage pour être heureux. On peut continuer à faire ce qu'on fait et retrouver du sens au quotidien. Mais c'est vrai. Alors justement, parlons de quotidien. Pour mieux comprendre, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Comment ? Quelqu'un qui a jamais entendu parler de business coach, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Alors, je peux vous donner une semaine typique. Elle va vous donner le tournis, parce que ça va à 300 à l'heure. Mais, donc, une semaine typique. Donc, je vais avoir en règle générale 1 ou 2 mandats de transformation digitale. Si c'est pour un gros client, ce sera un seul. Si c'est pour plusieurs petits clients ou plusieurs petits outils, quand je dis petits clients, c'est la taille de l'entreprise et pas ce qu'ils représentent pour moi, parce que je suis toujours à 500% et je veux vraiment le dire. C'est important. Par exemple, on va mettre en place un outil de gestion de performance. Donc, jusqu'à présent, ils faisaient ça sur des Word ou des choses comme ça. Et donc, ils vont se dire, bon, on va un petit peu mettre un peu de zeste dans tout ça et on va aller on fait ça en ligne. Donc ça peut être une des choses. On va mettre en place, par exemple, là, je suis en train de signer un partenariat. Je dis partenariat parce que ça va être un peu sur le long terme, mais avec une boîte qui est basée au UK et qui, eux, veulent construire leur propre CRM. CRM, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un Client Relationship Management Tool. Donc, eux, ils vendent des choses, d'accord ? Et ils veulent que leurs sales, qui sont placés un petit peu partout dans le monde, puissent avoir... donc, c'est une nouvelle boîte, hein, c'est pas quelque chose d'extrêmement établi, sinon vous pensez bien qu'elle l'aurait peut-être fait avant. Ils veulent créer leur propre outil. Donc, moi, je vais les aider dans l'articulation de ce que ça veut dire pour eux, culturellement, qu'est-ce que ça va changer, de quoi ils vont avoir besoin, etc., etc. Donc, ça, c'est une deuxième chose. Donc, ça, c'est pour la partie transformation digitale. J'ai ensuite des mandats de coaching individuel. Donc là, ça peut être par exemple sur une personne, je vais vous donner des exemples concrets, hein, une personne qui vient d'être promue et qui n'a jamais eu de responsabilité managériale avant. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne ? Qu'est-ce qui est attendu de lui ou elle ? À quelle échéance ? Et puis finalement, comment est-ce qu'il ou elle va se préparer pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise et aux siens, parce que ça, c'est super important. Et souvent, on pense qu'être manager, c'est l'aboutissement de toute une vie, et on se rend compte qu'en fait, on n'en a pas du tout envie. Et ça, c'est aussi OK. Oui, mais on vit dans un monde où c'est un peu le passage obligé pour passer au salaire supérieur. Donc, on confond confort financier et bien-être au travail, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai. Et puis, donc ça, c'est une chose. Ou alors, je vais faire aussi, donc là, j'en ai un la semaine prochaine, par exemple, des ateliers en groupe. Donc là, je travaille plus particulièrement sur la dynamique de groupe. Donc, qu'est-ce qui fait que la magnésie, elle prend ? Qu'est-ce qui fait que la magnésie, elle prend pas ? Comment est-ce qu'on interagit ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Quand je te demande de faire quelque chose, qu'est-ce que tu entends ? Et est-ce que tu comprends d'où je viens et où on va ensemble ? Et ça, c'est des petites choses, mais qui sont absolument capitales. Et très souvent, d'ailleurs, dans les entreprises jeunes, on peut parler de FinTech parce que j'en ai aussi en accompagnement, on a des idées plein la tête, on est brillant, pas qu'ailleurs on ne l'est pas, mais ils sont quand même un amas de gens extrêmement brillants. Et puis, on arrive à un moment donné, on balbutie parce que l'humain se met en travers de nos objectifs opérationnels, financiers et technologiques, et on ne se comprend pas, ou finalement, c'est pas ça qu'on s'était dit. Et puis là aussi, on revient un peu aux bases et on se dit, OK, on a tout ce côté-là qui a sa trajectoire, tout un business plan, toute une clientèle déjà ciblée. Mais concrètement, entre nous, comment ça va fonctionner ? Donc voilà, donc ça vous donne un peu le spectre de mes interventions et comment les deux se marient. Donc, mission principale, l'être humain. Ouais. Ça se décline à gestion d'équipe, gestion managériale et gestion transformation technologique. Exactement. Ouais. Absolument. Après, il y a des travaux de fond, des travaux de fond qui vont vers partie, par exemple, la définition des valeurs, par exemple. Donc, on peut avoir une entreprise qui fonctionne très bien depuis 5-6 ans et puis qui dit, OK, en fait, on fonctionne bien. Maintenant, on aimerait bien avoir une charte d'éthique ou quelque chose de... Qu'est-ce qui fait que les gens viendraient bosser chez nous ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? Par quoi est-ce qu'on se définirait ? Si on veut se vendre sur le marché, qu'est-ce qui fait que notre patte à nous ?
Ok. Je vais parler au nom des auditeurs. Très certainement, il doit y en avoir qui doivent se poser la question. Donc, j'ai pas mal de questions de leur part. 1. Go. 1. Je suis prête. Charte éthique, valeur, égale bullshit, oui ou non? Mais carrément. Ok, merci. Mais non, mais elle va répondre non, c'est super. Non, la plupart du temps, d'un point de vue employé, c'est bullshit. Pourquoi ? Parce que ça arrive en top-down, en disant vous devez être excellent. Donc c'est l'excellence, c'est la disponibilité, la curiosité, l'empathie, on n'en parle pas trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre Les valeurs humaines. Oui, mais ça, on n'en l'empathie. parle pas. Donc voilà, c'est donc c'est toutes ces choses-là qui arrivent. Et on se dit, ok. D'accord ? Très souvent, et c'est assez drôle, mais quand je suis mandatée par des RH, d'accord ? Et je vais leur dire, ok, quelles sont vos valeurs d'entreprise ? Il n'y a aucune RH jusqu'à présent, non, une, qui a été capable de leur donner leurs 4 ou 5 valeurs d'un coup, sans regarder vite fait sur Intranet, d'accord ? Non, mais c'est pas grave, c'est que c'est pas important. Si, c'est très grave, Audrey. Mais non, mais c'est parce que, comme tu dis, on veut créer un cadre dans lequel les gens se rassemblent. Mm-hmm. On veut créer un cadre dans lequel 5, 10, 15, 200, 6000 employés ont les mêmes valeurs et travaillent ensemble. Non, mais top-down, c'est pas possible. Par contre, là où c'est plus bullshit, et là ça prend tout son sens, c'est quand on explique aux gens ce que ça veut dire pour eux dans leur quotidien. Et on leur pose la question. D'accord ? L'excellence pour toi, c'est quoi ? Un travail bien fait. Ok, un travail bien fait, c'est quoi ? Parce que ce qui est bien fait pour moi peut être très différent pour toi. Et on ne peut pas arriver le matin en se disant, ce qui est important pour moi, mes besoins à moi, je les mets de côté. Et tout d'un coup, c'est l'excellence qui prend le dessus. Et puis c'est cette valeur-là que je veux mettre en avant. Accountability. I'm super accountable. Ça veut dire quoi, concrètement ? Et donc, parce qu'on ne traduit pas ce que ça veut dire au niveau des comportements, oui, c'est bullshit, parce que finalement, c'est a tick in the box, et ça ne représente pas la façon dont on communique ensemble au quotidien, la façon dont on vit ensemble au quotidien. Et très souvent, je l'ai dit, et peut-être qu'un jour, je le ferai, j'en sais rien, quand les gens sont onboardés, on leur donne toute une liste de employee rules, etc., les vacances, ce qui est facile, jamais il y a des breaches. Ils ont ensuite une journée d'introduction dans laquelle on leur présente tous les départements, mais à aucun moment on leur dit, voilà, pour nous, trust, ça veut dire ça. Voilà comment on communique ensemble. Voilà ce qui est important pour nous. Si à un moment donné, ce besoin pour toi, il n'est pas rempli, si tu sens que... voilà ce qu'on va faire pour faire en sorte que tu ailles bien. Donc, on est complètement en imbalance, donc en désaccord, finalement, avec un côté hyper opérationnel où je signe mon contrat, contractuellement, je sais ce que je dois faire. Je sais ce qu'on attend de moi, j'ai mes tâches bien claires. Par contre, tout ce qui est soft, tout ce qui est la fondation de l'entreprise, ses valeurs, sa mission, la raison pour laquelle j'ai signé ce contrat et pourquoi je vais, en tant que personne, pouvoir contribuer à son succès. Okay. C'est ça qui est bullshit, en fait. Okay. C'est pas le fait qu'on en ait des valeurs, elles sont super importantes, c'est ce qu'on en fait derrière. C'est comment on les explique, enfin, dans le sens, voilà, une fois que je donne ma charte éthique, il faut que ça parle aux gens. Il faudrait que ça soit clair, qu'est-ce qu'on entend par faire preuve d'empathie, par exemple. Et après, il y a pas aussi un côté, j'ai envie de dire, des gens peuvent se dire finalement, je viens au travail, j'ai signé un contrat pour faire un certain nombre d'heures, faire un certain travail et toucher mon salaire. Donc finalement, cette partie-là, il n'y a pas un côté aussi, on se dit, je suis pas payé pour ça. Bah oui, j'allais dire exactement la même chose. Pour tous ces auditeurs qui peuvent se dire finalement, moi tout ça, je suis pas payé pour ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Est-ce que finalement c'est important d'avoir des valeurs dans le monde du travail, parce qu'on vient tous pour travailler en fait, on vient tous pour avoir un salaire, c'est la vérité. Alors si ce moment qu'on passe ensemble peut être un peu moins désagréable, ce serait bien. Mais enfin c'est la vérité. Elle est géniale votre question. Bah c'est une question commune qu'on pense très fortement. Apparemment. Bien sûr. Alors je réponds très honnêtement et avec des vrais exemples. D'accord ? Ok. C'est le moment gossip. Allez. On lâche tout. Non. Alors, si c'était le cas, comment est-ce que les gens peuvent me dire, moi, j'ai un besoin de justice très fort. Quand lui est arrivé ça, quand elle s'est fait virer, ça a créé ceci. Quand elle a dit ça, quand lui, il a fait ça. Et attendez, là, je parle pas de ragot, je parle vraiment de contact
en entreprise, dans des cadres de mandat. Enfin, on n'est pas dans du gossip à la machine à café. Hein. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas transactionnellement fait pour se lever le matin, aller faire un travail et gagner son salaire. Sinon, tout ça, on s'en fout. C'est pas important. On me demanderait pas de venir en prémédiation dans des équipes en dysfonctionnement total parce que ils ont affaire à des personnes peut-être qui sont en apparence malveillantes ou qui n'ont pas compris où on va, qui n'ont pas mis l'humain au centre de l'organisation, des projets qui sont gérés à moitié parce que finalement ils font ce qu'on leur dit, parce que sinon effectivement on fait ce qu'on nous dit, mais ça fonctionne pas comme ça. Okay, La plupart du temps, ça ne fonctionne pas comme ça. On a besoin de comprendre ce qu'on demande de nous, ce qu'on attend de nous. Ouais. On a envie que les gens soient bien traités. On a envie qu'on soit respecté. On a envie d'avoir un minimum d'échanges avec les gens avec qui on travaille. Ok, alors, par expérience, les entreprises qui insistent le plus sur leurs valeurs, c'est celles qui en ont le moins. Ça fait penser au fric McCain. Vraiment, genre, c'est là où ça part dans tous les sens. Bon, et en plus, plus c'est grand, plus ça part dans tous les sens. Enfin, moi, je regarde jamais la partie valeurs, machin et tout. Elles ont toutes les mêmes, de toute façon. Elles se ressemblent énormément. Elles se ressemblent toutes, et puis tout le monde veut la même chose. Dans mais le qui fond, veut pas être respecté, qui veut pas être accountable, qui veut pas être client first, qui veut pas... Évidemment, c'est normal qu'elles se ressemblent. Mais est-ce que vous avez peut-être eu des managers ou des RH qui disent « Non mais ma petite Audrey, vous êtes bien gentille, mais moi j'ai pas le temps pour ça, j'ai une entreprise à faire tourner. » Non. Non ? Mais non, plus maintenant, c'est fini ça. C'est fini ? Mais oui, bien sûr. Non, mais c'est terminé. Vous vous rendez compte du nombre de gens qui sont en burn-out, qui sont off-sick, qui sont... Enfin, ça coûte cher. 10 milliards par an en Suisse, c'est énorme. Enfin, on peut pas se permettre d'avoir... 10 milliards ? 10 milliards de francs suisses par an. Non. Pour la Suisse ? Ah bah oui. Non. À cause de quoi ? À cause des burn-out et tout ? Burn-out, bien sûr. C'est énorme. On n'est que 8 millions dans ce pays. Hein. Peut-être 9, je sais plus. Ouais. Énorme. Covid boom. Non, mais ça, franchement, il faut se... Donc, on peut plus se permettre. Ça, c'est fini. Hein. Moi, j'entends pas ça. Hein. Okay. Et en fait, non seulement j'entends pas ça, mais maintenant, je suis plus juste appelée parce que les gens vont mal ou parce qu'ils arrivent plus ou qu'il faut les remettre droit, mais aussi en prévention. En prévention. On dit, bah voilà, tiens, on va faire... ils appellent ça les journées au vert, j'adore. C'est très joli comme expression. Et d'ailleurs, c'est rarement au vert. Il n'y a rien de pire que de faire un off-site dans un parc. On ne sait pas comment s'asseoir, il y a du bruit, il y a les chiens qui arrivent. Mais c'est du vécu. Hein. Mais donc ça, on ne fait plus. Voilà. Mais on se dit, bah, on va faire... la soirée sur le bateau, le sumo, le canirando, tout ça, c'est sympa. Mais on va aussi prendre un moment pour nous, pour se retrouver, pour finalement apprendre à se connaître à l'extérieur, et pas juste dans des choses qui sont juste pour nous divertir, mais aussi pour apprendre plus sur nous, individuellement et collectivement, comment on fonctionne. Donc oui, je pense que, sincèrement, jamais on m'a dit « Audrey, j'ai pas le temps ». Après, il y aura peut-être des gens qui vont le dire. En disant, en même temps, prendre soin des gens, ils ont qu'à faire ce qu'on leur dit. Bon, en même temps, ce genre de personnes, elles ne feraient pas appel à toi. Exactement. Donc, c'est aussi pour ça. Et s'ils font appel à moi, et ça m'est arrivé une seule fois, donc depuis maintenant presque un peu moins de 3 ans, parce que la première année, c'était quand même calme. Hein, et j'ai refusé de travailler avec cette personne. Parce que je savais que peu importe le besoin, et ce que moi, j'allais pouvoir apporter, j'aurais en face aucun résultat. Donc, c'est fermé. Tick in the box, je ne suis pas intéressée. Hein. Et est-ce que ça change en fonction de la taille de l'entreprise, ou peut-être aussi pas uniquement de la taille, mais peut-être aussi du domaine d'activité. Par exemple, si on a affaire à une entreprise plutôt corporate ou une PME locale. Ouais. Qu'est-ce qui change ? C'est quoi la question exactement ? Par rapport justement à cette attitude vis-à-vis des chartes éthiques ou de ces aspects, comme on vient de discuter, il y a ces aspects qui sont plus humains, prise en compte de l'humain. Voilà. Alors oui, la différence que je vais voir, c'est très souvent les plus grands ont besoin de les avoir en grand, parce qu'effectivement, quand on travaille avec des grands groupes, ils ont moins, on va dire, de connexion directe les uns avec les autres. Et je vais vous expliquer donc où ça va. Et en PME, donc dans des plus petites entreprises, souvent ils vont dire, en fait, on les vit tellement au quotidien, on est tellement les uns avec les autres, et qu'on n'en a pas besoin de les voir écrites. On sait comment s'entraider, on sait ce qui est important pour le client, on sait comment... Donc finalement, on a un tout petit peu de... La différence que moi je vais voir, elle est plus que ça va être un travail de fond, vraiment corporate, beaucoup plus
formaté dans de grandes entreprises. Attention, une question de budget aussi, hein, faut pas non plus se leurrer, c'est pas que culturel, hein, ça coûte cher tout ça. Hein. Que des plus petites entreprises où ils vont dire ok, c'est important, mais finalement on les vit au quotidien. Moi, si j'ai envie d'appeler le CEO, je l'appelle demain. Donc on a moins besoin finalement d'établir ce cadre de valeurs parce qu'au quotidien on promeut ces comportements. Et on facilite, on va dire, le rapport à l'autre dans le cadre des plus petites entreprises. Et puis qui serait plus facilement remarqué et remarquable si ça va pas. Enfin, je veux dire, Oui, après ça veut pas dire que c'est géré de la bonne façon, bien mais sûr. ce sera plus visible, hein, Ouais, effectivement. ouais. Effectivement. Mais donc oui, il y a d'autres différences, mais pour le moment, c'est ce que je vais voir. Et puis, il y a une question de moyens aussi, parce que mine de rien, il faut engager des moyens, et puis les PME, elles n'ont pas forcément le budget pour ça, ou alors elles vont le prioriser différemment. Autre question auditeur. Quelqu'un qui est en train d'écouter cette interview, s'il n'a pas encore cassé son ordinateur par manque de compréhension, parce que c'est trop abstrait, pourrait se dire « Non, mais c'est n'importe quoi ». Non, je veux dire, je travaille en entreprise depuis quelques années. Il suffit pas de quelques phrases, quelques trucs pour que les gens, ça se passe bien entre eux. Ils ont qu'à travailler, à faire ce qu'on leur demande, et ça ira très bien. Ouais. Et ça marche, ça ? Je sais pas. Mais non, mais on peut pas dissocier le travail au quotidien de l'interaction les uns avec les autres. Et même les gens plus réservés, qui n'ont pas forcément besoin de raconter leur vie au travail ou à l'ascenseur ou à la machine à café, ils ont besoin d'évoluer dans un environnement qui est sain. Je ne peux pas entendre qu'on n'ait pas besoin d'un environnement sain dans lequel on est respecté et pour lequel le travail que l'on fait est valorisé. Je ne peux pas l'entendre. C'est pas possible. Parce que peu importe ce qu'on fait, et on l'a vu tout à l'heure avec les 2 exemples que j'ai donnés, hein, mais peu importe ce qu'on fait, le sens qu'on a à ce qu'on fait, ça peut très bien être l'argent, il n'y a aucun problème. J'ai 20 ans de finance derrière moi, je peux parler d'argent. Et je peux dire, moi j'ai choisi ce boulot parce que, voilà, par exemple, je gagne très bien ma vie, je vis un enfer et je ne peux pas lâcher, donc je prends sur moi, j'ai mal au dos, je prends des cachets. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant, la personne gagne très bien sa vie, mais ça ne veut pas dire que l'environnement ne va pas l'impacter. On peut pas réagir comme ça, parce que c'est prouvé par A plus B qu'on ne peut pas travailler tous les jours, peu importe l'environnement dans lequel on parle, si on n'est pas bien dans l'environnement dans lequel on est. Et ça va de la personne qui travaille seule et qui adore ce côté vraiment solitaire, dans lequel il ou elle se retrouve et qui se sent pleinement en alignement avec ça, et une personne qui va au travail tous les jours, que ce soit en corporate ou que ce soit en plus petite boîte, et dont l'environnement est pourri. On ne peut pas me dire que ça n'influe pas sur la performance ni le bien-être de la personne. C'est pas possible. Et comment on fait pour prévenir... Enfin, une personne qui nous écoute se dit « Ah, mais ouais, peut-être qu'elle a un peu raison, et peut-être que c'est vrai, je me sens pas franchement au top dans mon entreprise, mais voilà, j'ai quand même une réalité, comme on disait, j'ai quand même des factures à payer, j'ai une famille ou non. » Comme nous tous, d'ailleurs. Comme nous tous. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette personne ? Je pense que la première chose que je dirais, et que je dis souvent, c'est déjà de faire un petit bilan personnel. Et de se dire, qu'est-ce qui est important pour moi ? C'est quoi mon truc à moi ? D'accord ? Et évidemment qu'on est rattrapé par la réalité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Moi aussi, pendant des mois et des mois et des mois, je voulais faire autre chose de ma vie. Et il a fallu quelque chose d'affreux pour que je me lance. Mais il ne faut pas en attendre d'en arriver là. Tout comme les personnes vont pas savoir dire qu'elles vont mal au bureau, qu'elles se sentent mal, parce qu'elles ne seront pas comprises, et que jusqu'à ce qu'on doit nous signer des antidépresseurs, on ne va rien dire à personne. Donc je pense que la première chose, c'est de faire un petit bilan et de se dire, ok, qu'est-ce qui m'a plu tout au départ ? Quand j'ai signé ici, c'est quoi qui m'excitait dans cette boîte ? Qu'est-ce qui a fait que j'étais intéressée ? Est-ce que vraiment c'était uniquement le salaire ? J'en doute énormément. Est-ce que c'est mes connaissances qui sont valorisées ? Est-ce que c'est les gens ? Et finalement, entre-temps, la personne qui m'a engagée est partie ? Est-ce que j'avais une super copine et puis elle a été promue puis pas moi ? Est-ce qu'au contraire, j'ai fait des études et puis que c'était la ligne directe et puis mes parents attendaient ça ? J'en sais rien, moi. Il y a des centaines de façons de voir que finalement, on peut se poser un tout petit peu et faire le bilan, de se dire concrètement, aujourd'hui, dans ce que je fais contractuellement qui me rapporte de l'argent, parce qu'on va parler franchement, qu'est-ce qui m'a plu tout au départ et aujourd'hui où j'en suis ? Et avant même de se dire, si j'abandonne ça, et ça en ce moment, je viens de commencer un coaching avec une personne exactement comme ça, qui se dit, non mais j'ai un travail quand même. Enfin, j'ai un travail, je vis en Suisse,
J'ai pas le droit de me plaindre. Mais bien sûr, on a tous le droit. Et je pense que juste de faire la réalisation que finalement ça va pas, je ne suis pas bien, ça ne me plaît pas. Ok, c'est comme dire non. Et apprendre à dire non, c'est super difficile. Et donc, cette crainte-là nous empêche de faire le bilan. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui ? Bon, pourquoi je suis venue ici ? La première chose, qu'est-ce qui m'a plu ? Qu'est-ce qui m'a vraiment excitée dans ce job ? Et si j'étais pas vraiment excitée, ok, mais j'ai quand même signé, d'accord ? Parce qu'il fallait bien nourrir, peu importe, ok ? Mais qu'est-ce qui ferait que j'oserais pas là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ferait que le matin quand je me lève, même si c'est difficile, j'ai pas tout ce poids, que je suis pas obligée de prendre des médocs pour dormir, parce que j'ai mal au dos, parce que j'en peux plus, parce que je suis fatiguée, et que même si je dors, je suis fatiguée. Je suis pas énergisée par ce que je fais. Mais on prend pas le temps de se poser parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur de la décision qu'on peut prendre. Donc on a peur de la réponse. Et on a peur de la réponse, bien sûr qu'on a peur de la réponse. Et donc la personne en question, là, c'est intéressant, elle me dit, mais Audrey, sincèrement, je vois pas un autre milieu que le milieu de la finance pour gagner ma vie comme ça. Je peux pas abandonner mes enfants, ma grande elle est à l'école privée, et on repart dans ce dialogue de sourds où finalement on se pose pas en se disant de quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre. Et je me donne le choix de la façon dont j'y arrive pour m'écouter et prendre soin de moi. On part du postulat que si je change, ce sera moins bien que maintenant. Ok, alors reprenons cet exemple. Ouais. Un homme, femme dans la quarantaine, ouais, qui travaille dans la finance avec un certain confort, avec un certain salaire, avec des enfants, avec un train de vie, surtout, parce que c'est aussi la réalité. Cette personne prend le courage de se poser les bonnes questions, fait le travail sur elle, se rend compte que ça va pas, parce que déjà, elle se rendait compte que dans son quotidien, ça allait plus trop. Bah, effectivement, comment elle fait pour... je sais pas, si la personne décide d'être ébéniste ou peu importe, ben, il y a une réalité. C'est qu'il y a le frein de l'âge, il y a le frein de « Ok, je vais être ébéniste à mon compte ». Déjà, il faut le temps de se former. Et puis même si je prends le temps de me former, que je dépasse toutes ces choses-là, bah, va falloir libérer un certain montant tous les mois, qui sera au début très compliqué. Mais du coup, je ne pourrai pas honorer les obligations que j'ai faites dans mon ancien train de vie. Comment on fait pour ces personnes ? Alors, la réponse pour moi, elle est extrêmement simple, au risque de surprendre avec une question si compliquée. Okay. C'est que pourquoi est-ce que dès que ça ne va pas, on se dit qu'il faut tout changer ? Pourquoi, quand c'est blanc, on veut noir, quand c'est noir, on veut blanc, et on se dit qu'il y a 1580 degrés et qu'il faut que je sois ébéniste à gagner 1/10 de ce que je gagne aujourd'hui pour être heureux et subvenir aux besoins de ma famille, déjà. Okay. Je ne comprends pas cette réaction. Franchement, Audrey, rien que pour ça, je te kiffe. C'est genre cette réponse, déjà, je te kiffe total. C'est extraordinaire. Non, parce que ça casse tout ce que... J'ai fait exprès de poser cette question comme ça, parce que c'est toujours cette image qu'on a, le noir ou blanc. Mais non, il faut arrêter avec ça. Quand j'ai décidé de me mettre à mon compte et qu'un de mes meilleurs amis m'a dit « Écoute Audrey, t'as pas besoin de tout cet argent pour être heureuse. Tant que tu t'éclates, c'est l'essentiel. » Je l'ai regardé, mais arrêtez de dire que parce qu'on fait un truc qui nous plaît et un truc qui nous énergise et dans lequel on s'éclate, on va pas gagner d'argent. Je gagne plus d'argent aujourd'hui que j'en ai jamais gagné de toute ma vie. Et je fais un truc qui m'anime à un point où c'est même pas possible d'en parler. Donc, je pense que, on peut très bien rester dans le même emploi, par exemple, mais juste le voir différemment. Juste le considérer différemment. Apprendre à dire non. Apprendre à voir les choses dans notre environnement différent. Apprendre à retrouver du sens dans le quotidien. Je suis pas en train de dire aux gens, vous imaginez, j'aurais plus du tout de clients si à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je leur disais qu'il fallait qu'ils aillent construire des armoires ou des planches à saucissons, j'en sais rien. Non, on s'en sort plus. Mais par contre, de redéfinir leur quotidien, de faire le point avec eux, juste, sincèrement, des fois, juste écouter les gens. Qui se sentent écoutés, qui se sentent considérés. Ça, c'est la valeur de ça, elle est inouïe. Et de réhabiliter les gens dans leur propre vie, dans leur propre quotidien, qui se réapproprient les décisions, qu'ils le voient différemment. On n'est pas obligé de tout plaquer et puis de vendre le 4x4. On peut acheter autre chose. Mais franchement, ou prendre le bus. Mais oui, mais peu importe, je n'irai pas dans ce domaine-là. Mais sincèrement... d'apprendre à ne plus être si intransigeant avec soi-même et avec la vie et à voir les millions de couleurs qu'il y a entre le noir et le blanc apporte énormément de réconfort à des dizaines, des centaines de gens maintenant que j'ai pu coacher depuis 2 ans. C'est marrant parce que j'ai l'impression que quand on est petit, quand on est jeune, on nous apprend toujours que la vie est ou noire ou blanche.
pour C'est ça. nous apprendre que le bien, du mal, qu'il faut pas voler, qu'il faut pas faire ci, il faut faire ça. Et en fait, je pense que ce qui est difficile quand on est adulte ou quand on rentre dans la vie professionnelle ou qu'on avance dans le temps, c'est de se rendre compte et d'accepter le fait qu'il n'y a jamais de noir ou blanc dans la vie, qu'on C'est est ça. constamment dans les gris. en Attends, fait, je vais ou plus d'autres loin. couleurs. On n'a jamais raison. Ah non, ça c'est dur. Ah, c'est dur, hein. Non, Et ça, oui, c'est dur. Il faut l'accepter. Et oui, mais c'est pas grave. L'échange pour la connaissance plutôt que l'échange pour persuader les gens en face qu'on a raison, c'est la liberté en fait. Vraiment, la vraie liberté, c'est de pouvoir passer un moment en échangeant et en mettant carte sur table ce qu'on pense sans se dire, si quand je pars d'ici, elle n'a pas changé d'avis, peu importe, c'est pas important. Et ça, en matière de vente, en négoce, c'est super important. Si je rentre dans un pitch en me disant il faut absolument que je l'ai, il faut qu'il signe, je peux être sûre que ça ne marchera pas. Par contre, si j'écoute, mais parce que en plus je suis méga sincère, donc si j'écoute et que je suis intéressée par leur histoire, si je perds un peu, que je les redirige et puis qu'on arrive à construire ce pont, là on va. Mais l'intention n'est pas la même. J'arrive pas en me disant... Et ça, c'est un truc en vente dont je parle beaucoup. J'ai coaché une équipe de vente. C'était une des premières missions que j'avais. Et c'était fascinant. L'intention de base, elle est très... Moi, je parle toujours d'intentionnalité. On m'appelle Madame Intention. Mes clients rigolent beaucoup avec ça. Mais c'est vrai. Donc, si j'arrive à un déj avec un prospect et puis que mon intention n'est pas claire, je peux être sûre que je vais bafouiller puis je vais me dire, bon, en fait, c'était un rendez-vous vraiment pourri. Il ne s'est rien passé. Celui-là, je ne le note même pas. Alors qu'en fait, si mon intention avant de partir, c'est juste de construire un pont avec la personne en face de moi, d'être intéressée par ce qu'il ou elle me dit, alors là, ça change toute la dynamique. Alors, mot-clé, intention. Ha Ça tombe bien, Madame Intention est avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut tout dire et rien dire. Et puis, surtout, on est tous bien intentionnés. Oui, Bien évidemment. bien sûr. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'intention? Ça fait pas sens. On a tous des valeurs. On travaille tous dans des entreprises éthiques. On a tous une éthique, on a tous des valeurs, donc on est tous forcément bien intentionnés. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de remettre ça sur la table et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, il y a plusieurs choses dans ta question. On est habitué à... Déjà, il y a quelque chose... Ok. Réponse simple à une question compliquée. Pour moi, l'intention est beaucoup plus importante que le pourquoi. Et attention, quand j'ai dit ça il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un en face de moi qui m'a répondu « Oui, mais le why, le purpose, c'est hyper important. » She's American. Et j'ai dit « Oui, c'est hyper important. Mais je ne parle pas de ton but, de ton purpose in life. D'accord ? Je parle du pourquoi qui ramène un parce que. D'accord ? Pourquoi tu as fait ça ? Parce que j'ai envie. Pourquoi tu vas là ? Parce que je dois bosser. Pourquoi ? Parce que, point, barre. » L'intention, elle s'adresse beaucoup plus profondément à la personne et l'impact qu'elle veut avoir sur nous ou sur l'environnement. Donc, ce qui est vraiment important ici, c'est de se dire que à chaque fois que je me pose la question de mon intention, la réponse, quand j'arrive vraiment à tous les couches en dessous, l'intentionnalité m'amène directement à mon but et me rend beaucoup plus pertinente, beaucoup plus claire, beaucoup plus sincère. Donc si je me dis, Audrey, tu vas faire ce podcast aujourd'hui, pourquoi tu vas le faire ? Parce que Zéna m'a proposé et qu'elle est cool. Puis Lorenzo est hyper cool aussi. Et puis, ok ? Quelle est ton intention ? Mon intention, elle est de faire passer des messages forts, de redonner de l'espoir et de remettre le sujet de l'humanité sur la table parce que c'est la seule raison pour laquelle je me lève le matin. La réponse n'est pas la même. Hein. Est-ce que c'est la motivation profonde ? Est-ce qu'on peut dire que oui, c'est un synonyme ? synonyme ? Je pense que c'est peut-être pas un synonyme, mais ça va vraiment ensemble. Ça va vraiment ensemble. Qu'est-ce que je veux qui ressorte de cette action ? Exactement. C'est ça. En fait, on se pose la question de l'impact. Donc, beaucoup de choses, surtout en coaching individuel. Je vais poser la question, ok, quand tu vas sortir de cette pièce, qu'est-ce que tu veux que les gens y ressentent ? Quel impact tu veux avoir ? Tu fermes la porte, qu'est-ce que tu veux que les gens disent ? Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent ? Qu'est-ce que tu veux ? À quel mot ? Et c'est ça, en fait, qui est hyper important. Mais ça, on peut pas le contrôler. Ah, bien sûr que si, évidemment. Évidemment. Bah non, je peux Si, pas. une grande partie de l'impression du ressenti, de l'impact que je vais avoir en quittant une pièce, j'ai une maîtrise dessus. Pas tout, bien sûr. Pas tout.
Mais je peux vous assurer que si je voulais pas être sympa, en plus, je peux très bien pas être sympa. Hein. Ah, ça oui, ça oui. non, mais donc, il faut aussi être en alignement. La perception que les gens ont de nous et ce qu'ils en font, et après la façon dont ils le retranscrivent, ça leur appartient, mais m'appartiennent quand même. Tous mes dires et tout ce que je vais... Et mon intentionnalité, d'accord, quand je rentre dans une pièce, dans un rendez-vous, dans toute ma vie, de l'impact que je vais avoir autour de moi. Dieu merci quand même. Oui. On a beaucoup plus le choix qu'on le pense sur ce qu'on peut apporter autour de nous dans nos vies. Beaucoup plus le choix qu'on le pense. Mais c'est hyper cool parce qu'à chaque fois que je te pose une question, t'as la bonne réponse et à chaque fois tu détruis mon argument. Donc je suis hyper contente de ça. Continue, je suis prête. J'ai mon gilet Parzena. Et donc l'intention, c'est vraiment, ok, je vais faire quelque chose ou je vais rencontrer quelqu'un ou voilà. Et qu'est-ce que j'aimerais retirer de tout ça? Alors attention, parce que quand tu le dis comme ça, et ça c'est quelque chose qui m'a souvent été dit, c'est hyper manipulateur ton truc, Audrey. Mm-hmm. Et 2, bravo pour la spontanéité. Si à chaque fois je dois me poser la question de pourquoi je fais les choses, bravo. Non mais voilà. Donc tu vois, je fais mes propres contre-arguments. Et c'est génial parce que finalement, moi je le dis souvent et parce que je le vis, parce que je le vois avec les gens avec qui je travaille. De se poser la question de l'intention, en fait, ça nous recentre nous-mêmes. Une des choses que tu as dit quand je suis arrivée tout à l'heure en me présentant, c'est que j'étais alignée. C'est parce que l'intention est tellement présente dans ma vie qu'en fait, elle me ramène toujours au centre de ce qui est important pour moi. Et parce que mon intention n'est pas de te faire de la peine à toi, dire non ne n'est jamais un problème. Parce que ça transpire. Et que quand je vais dire non, la personne ne va pas dire « elle n'est pas gentille, elle m'aime plus ». Et vous pensez que... Mais c'est ça, hein, le bottom line. Hein. Les gens, ils n'osent pas dire non parce qu'ils veulent qu'on pense qu'on est gentil, puis qu'on est aimé, etc. On revient toujours aux mêmes choses, hein, qu'on arrête. Hein. Même au top du top du top, je parle avec des CEO. Le bottom line, c'est ah oui, vous avez raison, j'aimerais bien qu'ils m'aiment bien, quoi. D'accord ? Même ceux qui disent mais je m'en fous, s'ils m'aiment pas, je suis pas là pour me faire des copains. Mm-hmm. Ouais. Donc en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'arriver à avoir une intentionnalité qui nous rende super spontanée et que cette spontanéité n'aille pas à l'encontre de nos valeurs, mais qu'au contraire, elle soit complètement en accord avec nous-mêmes. Donc je peux être extrêmement spontanée, je suis très très spontanée d'ailleurs, mais à aucun moment je vais me dire pourquoi j'ai fait ça, ou parce que finalement tout va ensemble. Ouais, la machine tourne toute seule, on n'a pas besoin de... non, je me pose même plus la question. Voilà, je sais qu'au début, les personnes se disent, voilà, je vais mettre un réveil sur leur téléphone pour dire quelle est mon intention, et il y en a qui le font. Hein, parce qu'au début, on commence par 2 fois par jour, 5 fois par jour, 10 fois, puis après, on le fait tellement que ça va super vite. Ça va super vite. Mais c'est bien parce que justement, ça permet d'être sûr qu'on est toujours aligné sur ce qu'on veut, finalement. Si à chaque fois qu'on va à un meeting, on se dit, c'est quoi mon intention à travers ce meeting, et qu'ensuite on voit que l'attention n'est pas alignée, à ce moment-là, on peut ajuster avant d'y aller. Tandis que si on va au meeting et qu'on n'a pas fait ce travail, finalement, c'est presque une perte de temps pour tout le monde parce que je fais un travail qui n'est pas aligné avec ma vision. Tu peux enlever presque, en fait. Ouais. Mais bien sûr, c'est évident. Et c'est une question qui est difficile à poser. Il y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a dit « Audrey, ton truc, ça marche absolument pas. » La personne s'est vraiment énervée en face de moi. Elle a tapé du poing sur la table en me disant « Mais pourquoi tu me poses cette question de mon intention ?» Parce que, quelque part, quand on pose la question... il y a quelque chose qui arrive derrière qui est, en fait, tu questionnes mon intégrité. Ce que tu demandes, c'est si je suis bien intentionnée envers toi. Ah, d'accord. Un peu ce côté... un peu dans le sens où on le prend de manière péjorative. Bien sûr. Quand on dit c'est quoi ton intention, personne tout de suite se braque et se dit oula, comment ça, est-ce que tu pars du principe que j'ai des mauvaises intentions ? Oui, mais il y a pratiquement 100% de chances qu'elle ne se soit même pas posé la question elle-même. Donc du coup, on est toujours pris de court par ce genre de questions. Ça remet l'intégralité en question, sa propre intégralité en question. L'intégrité, ouais. L'intégrité, pardon. Oui, oui. Alors en fait, l'intégralité de l'intégrité. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Absolument. Non, mais finalement, et ça on le voit partout, que ce soit dans les grandes institutions, dans des petites institutions, la façon dont on fonctionne, d'accord, c'est que on a de toute façon un cerveau qui, 70% du temps, 80%, jusqu'à 80% du temps, nous envoie des pensées négatives. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme il est là pour nous protéger, comme il est là pour vraiment faire de la survie, on va faire ça simple, la première chose à laquelle on va penser, c'est il
ou elle me veut du mal, ou elle m'accuse, elle m'agresse. Et donc, on va avec tous ces verbes hyper négatifs qui posent des jugements sur quoi ? Sur l'intention de l'autre. C'est ça qu'on fait, hein. Tu m'agresses. Non, juste, j'ai un truc à te dire. En fait, ce qu'on questionne là, c'est son intention. Et même sans s'en rendre compte, au quotidien, moi, je le vois tout le temps dans les équipes dysfonctionnelles avec qui j'ai pu travailler. Dysfonctionnelles, ça ne veut pas dire que ça marche super mal. Hein. Ça veut dire qu'elles pourraient être au top et qu'elles ne sont pas vraiment à leur maximum. Hein. On met un jugement sur les gens. Mais quelqu'un qui est trop ceci, ou pas assez ceci, pas assez cela, qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, on remet en question, la plupart du temps, leur intention. Mais ça, on le fait au quotidien tout le temps. Mais bien sûr. Mais comment on dépasse ça ? Déjà, comment en être conscient et comment le dépasser ? L'intention. Ouais. Non, Madame Intention. C'est vrai, parce que finalement, on rentre dans une dynamique complètement différente. C'est magique, ça ouvre énormément de portes, ça impose aussi beaucoup de discipline personnellement, parce que ça veut dire qu'on se pose les bonnes questions. Et surtout, poser les bonnes questions, c'est bien. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est donner des réponses. Parce que si la personne, elle se pose beaucoup de questions, mais qu'elle n'a pas de réponse derrière pour agir, eh ben, merci beaucoup, au revoir. Et puis alors là, on renfloue la caisse des milliards dont on a parlé tout à l'heure. Parce qu'on se dit, mince, en fait, je vais encore plus mal que ce que je pensais. Mais l'idée, c'est de pouvoir apporter de vraies réponses à ça. Et de pouvoir un peu refaire le reset de la façon dont on perçoit et on vit notre environnement. J'ai vu un reportage l'autre jour, il me semble que je t'avais envoyé. J'adore ces phrases qui commencent comme ça. Je vais me régaler, je sens. Sur le connard en entreprise. Ah oui. Et que le connard coûte cher, en fait. Coûte cher et à la société et surtout à l'entreprise parce que justement, il affecte les gens autour de lui et puis que justement, ça donne, au pire des cas, des burn-out. Au mieux des personnes juste plus très motivées à travailler et puis il y a des tonnes de mots pour ça, hein. Voilà, le bore-out, le quiet quitting, j'ai lu un article sur le Monday quitting maintenant, voilà, c'est encore un nouveau truc. Nice, ok. Ouais, ça sent donc voilà, et puis les maladies et puis le manque de motivation et tout ce qui va entre deux. Comment on fait avec ces gens ? Parce qu'il y a donc on parle tout le temps de réalité, ça en est une. On est genre des fois coincé avec ces personnes. Alors, être coincé avec ces personnes, j'aime bien l'expression. Alors déjà, on se laisse coincer. D'accord ? Personne va te prendre et t'amener le matin et te dire « Tu restes là et je viens te chercher quand c'est l'heure de rentrer à la maison. Hein ». Première chose. Après, il y a la pression extérieure, l'emploi, le salaire. Ok, tout ça, j'ai compris. On va le mettre de côté pour l'instant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, au départ, vous me parliez de relations transactionnelles et contractuelles. Moi, je fais mon boulot et puis voilà. Alors là, on est en plein dans l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui me gère a une influence sur moi et m'envoie en burn-out, en ceci, cela. Alors, la question que j'aimerais vous poser en retour, à tous les deux, c'est la suivante. Est-ce que finalement, mon mal-être, moi, en tant qu'employé, quand je suis entourée de gens qui sont... d'après mes valeurs et mes standards, malveillants, inefficaces, il n'y connaît rien, nanana. Est-ce que c'est le fait que la personne soit comme ça ? Donc, est-ce que c'est l'état de cette personne qui me dérange ? Ou est-ce que c'est le fait qu'elle soit là et qu'elle y reste ? Donc, est-ce que je ne suis pas en train de juger finalement les valeurs de mon entreprise qui a recruté et qui garde en place cette personne ? Ou est-ce que je suis au contraire en train de vraiment regarder l'état de la personne ? Ça, c'est la première question que je vous pose. Bah, les deux. Oui, d'accord. Donc, on est en train de poser un jugement. Ouais, j'aurais tendance à dire la première. Ma perception aussi, c'est que l'entreprise permet ça. Exactement. C'est pour ça que j'aurais tendance plutôt à répondre la première que la deuxième. Ok. Que t'en veux à l'entreprise ? Oui, dans le sens que je penserais que c'est un problème de l'entreprise. Par exemple, voilà... mauvais processus de recrutement ou bien elle gère pas les personnes compliquées. Donc on pose une étiquette, on dit voilà, donc c'est inadmissible et donc on remet une fois de cause en plus quoi, l'intention de l'entreprise. Donc quelle est leur intention ? Est-ce qu'ils veulent qu'on parte tous en burn-out ? C'est ça, j'ai déjà entendu. Hein. C'est quoi leur but ? Que nous on fasse pareil ? Ah mais non, parce que si c'est permis en haut, ben nous on va faire pareil. Voilà, donc en fait ça promeut aussi, ça ouvre les portes et ça promeut des comportements qui sont pas du tout alignés avec, on parle de charte d'éthique ou de valeurs, etc. Ben, lui il arrive à 10h, ben moi aussi, hein. Donc, on va faire... voilà. Donc, en fait, on perd même sens de ses propres valeurs.
dans des moments comme ça. Et c'est ça que moi qui m'affecte, en fait. Qui me touche. C'est que finalement, des comportements comme ça, qu'on pose des jugements sur les intentions des entreprises, etc., c'est une chose. Mais finalement, c'est que ça remet en cause mes propres valeurs. Et en fait, même mon propre comportement va glisser. Et il est là, la folie dans l'histoire, c'est ça. C'est que moi-même, je vais déroger à mes propres règles. Là où moi, j'interviens et j'ai vraiment quelque chose d'assez fort à dire, c'est, mais si c'est pas OK pour vous, c'est OK de le dire déjà, que c'est pas OK. Pour l'employé, c'est OK de dire que c'est pas OK. Et deux, au lieu de le subir comme quelque chose d'acquis, il y a des outils aussi avec lesquels vous pouvez vous équiper pour pouvoir y répondre. Et il y a des petites choses simples que je donne souvent comme exemple. La personne arrive, et manager ou pas, parce qu'on parle de manager, mais sincèrement, moi, vraiment, dans mes 22 ans de carrière, j'ai plus rencontré de gens super que de gens insupportables, comme vous le dites. Mais bon, des gens qui arrivent... donc collègues ou autres. Ouais, voilà, qui arrivent, on le sait, le pas arrive, la porte elle claque, et puis ils sont debout, nanana. C'est même pas une caricature, hein. Alors, réaction pratiquement physique des gens en général, c'est d'accord, j'ai rien demandé, ça y est, victime, bim. Je dis, levez-vous. Ouais. La personne, elle arrive, elle vous parle à ça, vous êtes assis, vous vous levez. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de... C'est assise, elle, pour vous parler? Non. Donc, levez-vous. Déjà, rien que ça, c'est hyper libérateur. D'accord? Physiquement, on prend position. On dit, tu as besoin de me parler? Ces petites choses comme ça, on va pas faire toute une séance maintenant, mais ce sont des choses dans lesquelles on dit, OK, le ton est en haut, très bien. À partir du moment où on rentre dans une pièce, quand je suis rentrée tout à l'heure, toutes nos énergies, elles sont alignées. D'accord? Après, si la personne arrive avec une énergie qui est complètement loin de la mienne, donc soit très haute et donc dans la colère ou vraiment dans le speed total, soit extrêmement basse, moi, je regarde, je m'adapte. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, vis-à-vis de ça, donc de ces comportements-là, il n'y a aucun problème à ce que la personne en face qui se fait crier dessus dise mais tu me cries dessus? Quelle est ton intention? Est-ce que si tu veux que je change de comportement ou s'il y a quelque chose qui te dérange, on ne peut pas trouver une autre façon de le faire? Et c'est une question tout à fait valable. On ne la pose jamais. On prend pour acquis ce qu'on nous envoie. Et ça fait partie donc des 3 outils que j'utilise énormément, qui est la communication non violente. On prend tout le temps pour acquis ce qu'on nous envoie à la figure, à longueur de journée. Comme quelque chose qu'on doit prendre et qu'on doit gérer. Je prends souvent l'image de la poubelle. Donc en fait, on va prendre avec nous les poubelles, on va les serrer bien fort, puis plus elles puent, plus on les garde longtemps, puis on dort avec, comme ça. Et puis d'ailleurs, si on arrive à dormir, par contre, quand c'est physique, on ne va pas se laisser mettre une claque, par exemple. Bon, mais dites-vous qu'en entreprise, il y a des gens qui prennent des claques à longueur de journée, des claques morales. Et elles les prennent et elles les embrassent, elles les serrent fortes contre elles, comme ça, la nuit. Et je dis, mais déposez ces poubelles. En t'écoutant, j'ai un peu plus de clarté là-dessus. Quand tu arrives dans certaines entreprises, c'est une certaine normalité. En fait, c'est que il y a une certaine... Ça devient ta nouvelle normalité. En fait, c'est comme quand il n'y a rien de normal dans ces comportements. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais ça devient la normalité. L'environnement dans lequel tu es devient, par esprit d'adaptation, ça devient ta normalité. Et tu as l'impression que c'est normal. Et je pense que c'est ça le plus dur. C'est de se rebeller contre cette normalité. Qu'elle soit bonne ou pas, c'est une autre question. Mais tout le monde fait comme ça et tout le monde est comme ça, donc c'est normal. En tout cas, dans ce cadre, c'est normal. Quand quelque part, quand les valeurs, elles s'effritent ou quand les comportements commencent à devenir mauvais, c'est très rare qu'on dise tiens, moi je vais remettre un petit peu la barre au-dessus et je vais arriver encore plus tôt le matin pour montrer l'exemple. C'est attends, il arrive à 10h, moi aussi. Donc en fait, on a toujours cette tendance à être tiré vers le bas. Une fois plus, d'expérience donc de ma carrière et donc de mon expérience en tant qu'indépendante, je vois beaucoup plus d'entreprises dynamiques et qui care vraiment que des entreprises dans lesquelles on a ces comportements extrêmement dysfonctionnels et néfastes, parce que pour moi, c'est des comportements violents. La violence, elle n'est pas que physique, elle peut être morale, et j'apprends rien à personne. Et donc, en règle générale, on traite ces sujets, quand même. On les traite. On est beaucoup plus ouvert à en parler parce qu'on est aussi beaucoup plus conscient des conséquences de ce genre de choses. Donc, ne noircissons pas le tableau. Je pense qu'on a quand même matière à être positif par rapport aux environnements dans lesquels on évolue professionnellement. Et plus particulièrement, on a beaucoup plus d'outils maintenant
qu'on en avait il y a encore 20 ans pour pouvoir évoluer et grandir de façon en étant bien dans ce qu'on fait. Est-ce que le fait d'être conscient de ces problèmes, d'en parler, ça, c'est devenu une autre nouvelle normalité dans le monde de l'entreprise ? Je pense que c'est... Alors, une nouvelle normalité. Qu'est-ce qui est normal ? On ne va pas rentrer dans ce débat, même si je le trouve fascinant. Mais je pense que oui, c'est plus facile. En fait, il y a deux contre-courants. C'est-à-dire que plus on en parle, plus on se sent libre d'échanger et plus on est stigmatisé par ça. D'un autre côté, et là, c'est là où mon côté quand même business revient en force et je m'allie quand même beaucoup avec les entreprises, c'est de se dire, on a quand même une notion de contractualité. Je signe un contrat pour performer dans un travail, l'environnement doit y être propice, et ça, c'est la responsabilité de mon employeur, d'accord ? Mais mon bien-être au travail, je m'excuse, mesdames et messieurs, il vous appartient. La façon dont vous vous levez le matin, ce que vous faites le soir pour vous régénérer, pour vous vider la tête, etc. Si j'ai une hygiène de vie, et I'm sorry, mais si j'ai une hygiène de vie qui ne va pas, si je ne fais pas ce qu'il faut pour moi-même prendre soin de moi, je ne pense pas, et je sais que c'est très fort ce que je veux dire, mais je ne pense pas que l'entreprise soit responsable du bien-être de ses employés au quotidien dans leur vie. Ça, c'est à moi de m'en occuper. D'accord ? Par contre, de créer un environnement dans lequel je suis respectée, écoutée, parce que le respect et l'écoute sont deux choses différentes. Je peux respecter les gens sans leur adresser la parole. Dans le cadre de l'entreprise. Donc d'être écoutée, de pouvoir être aussi développé personnellement, donc qu'on écoute ce qui est important pour moi, qu'on mette à ma disposition soit des formations donc techniques, soit des formations de développement personnel pour que je puisse moi-même me réaliser, oui, bien sûr. Mais mon bien-être en tant que personne, d'accord, le fait que j'aime mon boulot et le fait que je m'investisse à fond dedans, me revient à moi. D'accord ? Et si je ne suis pas alignée, si je ne suis pas d'accord, apprendre à dire non et apprendre à pouvoir prendre pleinement conscience que j'ai peut avoir un impact autour de moi, c'est super important. Et ça, ce n'est pas le boulot de l'entreprise. C'est rafraîchissant d'entendre un discours ou un point de vue comme ça qui responsabilise l'être humain et même si c'est dur, mais c'est important parce que ça enlève ce côté victime. Parce que je pense que tu dois en voir des gens qui viennent et qui disent, qui subissent en fait tout et que tout est la faute des autres et tout. Et bien évidemment, les personnes qu'elles citent, bien évidemment, elles ont leur tort. Mais je pense que le fait de redire, ok, mais ça arrive parce que aussi tu l'acceptes, ça, je pense que c'est important. Et surtout dans le monde de l'entreprise. Exactement. Et je pense qu'on a beaucoup à disposition. Je parle de mes formidables managers, j'en ai aussi eu des beaucoup moins formidables, faut pas croire. En 20 ans de carrière, c'était pas que des rainbows, mais je pense que c'est aussi la façon dont on les aborde et qui est importante. Et la responsabilisation, elle est clé pour deux choses. La première, je parle beaucoup de self-love. Mais c'est quoi ? C'est s'aimer soi-même, c'est finalement on parle beaucoup d'empathie vis-à-vis des autres, mais on en a très peu pour nous-mêmes. D'accord ? Donc de se dire, en fait, je me respecter moi, c'est aussi me dire que ce qui se passe, ça va pas, je ne suis pas d'accord. À quel moment est-ce que mes besoins, on parle beaucoup de besoins, c'est important, on ne parle pas de ces besoins. Quels sont mes besoins qui sont satisfaits, mes besoins non satisfaits ? À quel moment est-ce que ça va casser ? Est-ce que je peux ne pas être d'accord ? Ah bon ? Combien de fois on dit oui à tout parce qu'on a envie de passer pour la personne sympa ? Puis d'ailleurs, on raccroche, on se dit mais en fait, j'ai pas le temps, ça me saoule, j'ai pas envie. Je le vois tout le temps. Et quand j'étais employée, je le voyais tout le temps. Et la question, c'est que qu'est-ce qui me donne le droit de dire non ? D'accord ? En tant que manager, si je dois refuser des vacances, qu'est-ce qui me donne le droit de dire non ? Un besoin business, un besoin... Ok, comment je l'explique ? Comment est-ce que je vais lui dire non ? Alors qu'en fait, j'ai envie de lui dire oui, je vois que c'est important, mais juste là maintenant, ça va pas parce que l'équipe est petite, parce que... Et donc, ce rapport au non n'est pas un rapport au non transactionnel, mais c'est un rapport au non purement émotionnel. Ils vont croire que je les aime plus, ils vont croire que je fais ça pour les embêter, ils vont croire que... Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Ils vont ne plus l'aimer concrètement sur le court terme.
D'où la superficialité de ces relations, finalement, où on n'arrive pas à voir plus loin que ça et où on ne questionne pas l'intention. Une fois de plus, on revient dessus. Donc, si tu veux, et ça, je le vois tout le temps dans les équipes, dans les codires dans lesquels je peux intervenir, le fait de d'abord se mettre d'accord sur une intention collective, d'accord ? On peut ne pas être d'accord sur la façon d'y arriver, mais déjà, est-ce qu'on est d'accord sur l'impact qu'on veut avoir ? Mais poser cette question à un codir, c'est extraordinaire, hein ? C'est génial comme question. Après, on peut débattre sur comment et si c'est plus important d'aller d'abord là ou d'abord là ou d'abord là. Mais d'abord, est-ce qu'on est tous d'accord sur l'impact qu'on veut que cette décision ait ? Ok. Et à partir de là, on commence toujours avec la fin. Et on remonte. Et après, on trouve le bon chemin et on se donne le choix. Et c'est la même chose pour les employés. Est-ce que quand je rentre le soir, je me fais une to-do list uniquement pour le lendemain ? Encore un super type. Ou est-ce que je vais me faire un to-feel ? À la fin de ma journée, je veux ressentir quoi ? Est-ce que je suis en maîtrise uniquement de ce que je fais pour mon employeur ou est-ce que je suis en maîtrise de ce que moi j'ai envie de ressentir quand je rentre chez moi et que je prends le tram ? Pareil, c'est tout aussi important. Et c'est ça l'empathie, l'auto-empathie et le self-love. C'est prendre soin non seulement de ce qu'on doit faire, mais aussi de ce qu'on doit ressentir. Et ça s'apprend. Ah, mais ça, c'est incroyable. Ça fait pas très longtemps que j'essaie de le faire. Parce que j'avais entendu quelqu'un qui disait « On veut tous avoir des vies incroyables, mais personne commence par avoir des journées incroyables. » C'est ça. Et c'est vrai que j'avais pas pensé comme ça. Et je me suis dit « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour... ce soir, quand j'irai dormir, je serai contente de ma journée. » Et ça transforme totalement le mindset. Et ça fait vraiment changer de victime, entre guillemets, de subir toutes les agressions extérieures du quotidien. Ah non, c'est moi qui prends le dessus et c'est moi qui décide. Bon, même si ça m'affecte, je décide jusqu'à quel point et comment faire pour je sais pas, contourner ça et aller au-dessus de ça, en fait. Et c'est juste incroyable. J'arrive pas à faire tous les jours, mais... Non, mais alors, si tout le monde faisait ça tous les jours parfaitement... mais c'est pas le cas. Mais je pense que c'est des petites choses. On ne nous apprend pas à l'école, malheureusement. On devrait, mais on le fait pas. Au quotidien, dans des business qui sont finalement... c'est une expression que j'entends beaucoup, des machines à fric de l'extérieur. Oui, mais vous, les gens de la finance, combien de fois j'ai entendu ça ? Oui, mais toi, tu travailles dans la finance, c'est facile pour toi de quoi ? Donc, parce qu'on travaille dans un milieu finance... En plus en Suisse, non mais attendez, oubliez, alors là, ça y est. Non mais c'est vrai, l'image elle est toute faite. Non mais on reste des êtres humains et le fait de pouvoir se retrouver nous-mêmes, comprendre l'essence de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. N'oubliez pas cette personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui travaillait pour une mission apparemment complètement extraordinaire. Le gars, il n'avait plus de sens, il n'avait plus envie de se lever le matin, il en avait marre, il savait même plus il était perdu. Donc c'est pas l'environnement quelque part qui donne du sens à ce qu'on fait, c'est ce que nous on décide de lui donner. Et donc à partir du moment où on veut changer, où on sent que ça va pas, il y a des tonnes de choses qu'on peut faire, des tonnes d'outils qu'on peut utiliser. Donc parmi eux, certains de ceux dont moi je me sers et qui aident vraiment juste à faire ces petites réflexions au quotidien pour éviter de rentrer dans cette machine infernale du « il n'y a rien qui va, je les déteste ». Et attendez, mais il y a des gens, ils tombent en dépression rien qu'en regardant les gens maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne qui m'a dit il n'y a pas longtemps « Écoute Audrey, rien que le fait de savoir que je vais le voir en rendez-vous à l'après-midi, le matin j'ai la boule au ventre ». Mais vous vous rendez compte du pouvoir que quelqu'un qui n'a même pas encore dit un mot, qui ça se trouve ne sait même pas que vous existez, j'exagère à peine, peut vous causer ? Non mais c'est extraordinaire. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai travail là. Et de mettre ça à disposition dans les entreprises, pour moi, c'est super important parce que finalement, ce qu'on leur donne, c'est une meilleure connaissance d'eux-mêmes, tout simplement. Tout simplement. Et au lieu de remettre toutes les fautes sur l'entreprise, sur l'environnement, une fois de plus, je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, du tout. Mais équiper les gens pour pouvoir faire face à l'environnement et au quotidien, c'est vraiment ça pour moi le premier pas. Alors, du coup, quelqu'un qui écoute tout ça et qui est convaincu de ça peut quand même se dire oui, c'est très bien, c'est très beau. Je suis désolée, hein, je ramène à la réalité un peu. Comme tu mets. Comme on dit, en fait, c'est pas le rôle de l'entreprise de participer à ça. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un besoin, sachant que c'est individuel, que moi, en tant qu'individu, en tant qu'employé, c'est ma responsabilité de gérer ma journée, mes émotions et tout ce qui va avec. L'entreprise, elle a pour,
on va dire, mission ou limite obligation morale. C'est de fournir un cadre qui fait que je me sens respectée et bien, mais pas plus. J'ai pas besoin dans ce cadre. Si j'arrive à faire bien cet exercice, j'ai pas besoin de valeurs, de machin et tout ce qui va avec. Parce que, en vrai, j'avais un prof qui disait toujours, le but d'une entreprise, c'est de faire du fric, ni plus, ni moins. Tristesse. Mais quelle réalité. Non, mais non. Non, arrête. Non. Non. Attends. Évidemment qu'on est là...